Et c'était pas bon. J'arrive pas à écrire des blagues en fait. J'arrive pas à construire un one-man show. C'est pas fait pour moi du tout. J'étais nul. En fait, j'avais pas envie d'être humoriste, mais je le savais pas. C'est que j'ai un thème qui me touche beaucoup, c'est la mort. Et à cette période, je me disais, c'est pas possible, c'est tous des cons. Je trouve que la vie c'est horrible, il y a plein de trucs horribles, mais j'aime bien. Je suis un suicidaire raté, tu vois. Dans ma tête, c'est ce que je vais réussir à tenir le public avec moi, tu vois, alors que je fais pas rire. Ma femme, elle me dit, ce serait bien que t'ailles voir un psy des fois, tu vois. En un an, la pièce a été écrite, on a boosté tout le monde pour écrire. Et quand on a vu le résultat, on a fait, oh mon Dieu, injouable. Bienvenue sur The Actors Arc Podcast, un podcast dédié à la créativité, à l'acte de création, quel qu'il soit. Nous allons découvrir ensemble, à travers chaque épisode, les clés et les dessous du processus créateur de nos invités. Un nouvel épisode sera publié chaque lundi matin à 7h. Je m'appelle Elliot Vincent, je suis un acteur, mais pas que, et je serai votre hôte sur ce podcast. On aura un lancement officiel du podcast en septembre 2023. Ceci est une série spéciale Festival d'Avignon. 6 épisodes, 6 invités, 6 acteurs, des conversations uniques autour du théâtre, du cinéma, de l'art de l'acteur, de la créativité, de l'inspiration et bien d'autres sujets. Notre premier invité se nomme Peter Dervillez, un comédien, auteur, humoriste. On a parlé de s'inspirer de la réalité pour écrire, de la cohabitation entre la comédie et le drama, et du chemin unique à chacun pour se trouver en tant qu'artiste et créateur. Très bonne écoute. Unleash your creativity with the Actors Arc Podcast. Donc là, c'est parti, là. C'est parti, ouais. Ça commence. Il y a une pièce que j'ai jamais vue, dans laquelle tu as joué, enfin que tu joues, je pense que tu l'as écrite aussi, c'est Paisible Retraite. Ouais, c'est moi qui ai écrit. C'est toi qui l'as écrite, ok. Et donc je l'ai pas vue, mais j'ai lu donc le pitch, j'ai vu quelques extraits un peu. Et en vrai, c'est un peu ce qui arrive à ma grand-mère en ce moment. Genre vraiment, on est en plein dedans, quoi. Là, elle a eu un AVC au début de l'année. Wow, ok. Donc, tu vois, elle avait jamais de gros problèmes de santé à ce point-là, tu vois. Donc, elle s'est retrouvée dans un centre, machin, pour rééducation. Et sauf que bon, tu sais pas à quel point elle va récupérer, quoi. Donc, elle a quand même récupéré pas mal, mais pas assez pour rentrer chez elle. Et du coup, bah, la seule option possible par rapport à la situation dans laquelle elle est, c'était l'EHPAD. Faut vraiment pas que tu vois ma pièce. Et du coup, elle, alors que c'est quelqu'un qui, dans son esprit, pour elle, jamais l'EHPAD. Genre, pour elle, c'est chez elle, c'est sa maison, c'est ses chiens, c'est sa life, tu vois. Tu vois, elle avait un troupeau de chiens, elle a un grand jardin. C'est vraiment, c'est pas possible pour elle. Elle allait finir sa vie dans sa maison, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un peu contre son, enfin, tu vois, c'est contre son gré. Tu vas jamais par plaisir. La famille a pas le choix. Et du coup, elle se retrouve en EHPAD. Et là, on est dans une période où, en gros, elle essaye d'élaborer tous les plans possibles pour s'enfuir de l'EHPAD. C'est vraiment... C'est juste le pitch de ma pièce. C'est pour ça que je l'ai lu, je dis, mais c'est pas possible. Genre, c'est exactement ce que ma grand-mère est en train de vivre. C'est ouf. Bah, je vais spoiler un peu ma pièce, mais c'est pas très grave parce que c'est pas le... Oui, non. Il y a un petit twist à la fin que je vais pas spoiler, mais sinon, on le comprend assez vite, mais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement le pitch de ma pièce. En fait, c'est une dame qui fait un AVC. Non. Et qui se retrouve dans un EHPAD. Et les AVC, ça peut accélérer le processus de la maladie d'Alzheimer. Ben, c'est exactement ce qui lui arrive. Et du coup, elle a aussi Alzheimer, la dame. Donc c'est exactement l'histoire de ta grand-mère. Ma grand-mère a un début d'Alzmer, et a fait tout. Moi, je joue l'aide-soignant. Et a fait tout pour convaincre l'aide-soignant, pour lui faire quitter l'aide-soignant. Mais ce qui est incroyable, c'est que du coup, moi, quand je vais la voir, elle fait tout pour me convaincre, pour pouvoir l'emmener chez elle. Mais c'est que c'est que je viens voir ta grand-mère aussi, c'est pour ça. Ah oui, c'est ça. Ah oui, ça. Non, c'est marrant que tu dis AVC et tout, parce que c'est vraiment le truc. C'est fou, en vrai. Alors, on l'apprend à la fin qu'elle a un AVC, on l'apprend à la fin qu'elle a l'Alzheimer et tout. Alors, on s'en doute au bout d'un moment, parce que ça... Oui, j'imagine. Qu'elle perd la boule. Au début, on le sait pas, on croit qu'elle est juste très drôle et qu'elle perd un peu la tête comme ça parce qu'elle est âgée. En fait, on comprend qu'elle a Alzheimer au bout d'un moment. Et à la fin, c'est l'aide-soignant qui lui explique qu'elle a eu un AVC il y a longtemps et que sa famille pouvait pas la garder, que c'était trop compliqué, qu'ils ont dû la mettre dans cet EHPAD et que maintenant elle est là et qu'elle se souvient de rien, quoi. Et c'est l'histoire de la pièce, quoi. Putain, c'est fou, c'est vraiment exactement ce qui arrive. C'est marrant que, en fait, c'est la force de cette pièce parce que, à la base, je voulais écrire une comédie, tu vois, et j'aime pas, en fait, si je remonte un petit peu dans mon cursus qui amène sur cette pièce et sur ce que j'écris maintenant, c'est que moi je viens de l'humour, tu vois, du café-théâtre, l'humour, et actuellement je joue avec des gens comme Elisa ou des gens comme ça ou qui ne sont pas du tout de ce truc-là à la base. Elisa, de ce monde-là. Ouais.
Et j'essaye un peu moi enfin ce que j'ai vu en café-théâtre et tout, surtout quand j'ai commencé à faire vraiment du café-théâtre, c'est que faut faire rire à tout prix quoi. Ouais. C'est comme un stand-up finalement, sauf qu'un stand-up c'est un peu plus jeune, un peu plus frais que au café-théâtre t'as bien plein de vieilles pièces, très vulgaires, très avec des vannes qu'on a déjà entendues. Ouais. Et les gens ils adorent, ça remplit les salles et les gens adorent. Mais il y a un côté un peu bof, tu vois, que moi j'apprécie pas particulièrement. On a le droit de l'aimer, tu vois, il y en a pour tout le monde dans le théâtre. Et du coup je m'étais dit ouais j'aimerais bien quand même moi parler de sujets un peu forts, mais dans ce genre de lieu où on peut rire aussi quoi, montrer qu'on peut faire du théâtre au café-théâtre, donc toujours faire rire. Donc je voulais écrire une comédie, et je voulais écrire une comédie mais avec du fond. Et en fait ma mère travaillait parce qu'elle est à la retraite maintenant, travaillait dans un EHPAD, elle était aide-soignante, et j'allais la voir dès que je descendais dans le sud, j'allais la voir au boulot. Et donc elle était allée il y a un espace pour les Alzheimer très profond, très fort, qui est fermé avec un code et tout. Et j'allais la voir là-dedans, me filer le code, je montais la voir et à me présenter aux gens. Aux malades, enfin aux gens, non, aux vieilles personnes qui avaient ça. Aux gens qui étaient là, ouais. Et à me présenter 8 fois en 10 minutes, quoi. Le temps que je me retourne, il m'avait oublié. Tu vois, et je la voyais en fait toujours, parce qu'à la base c'était ça le sujet, avant même la personne âgée, je voyais ma mère toujours souriante, bienveillante, à rire de ça, tu vois, à rire avec eux, à rentrer dans leur jeu, parce qu'ils parlent de trucs, ils perdent la tête, et puis t'as soit tu te braques, tu fais mais non mais vous êtes dans un EHPAD là, vous êtes pas bien, je suis pas votre fille, je suis pas, ou soit tu joues avec ça, et puis eux tu leur donnes le sourire, et puis ils ont l'impression d'être au bon endroit, tu vois, tu peux un peu mentir et aller dans leur sens. Et je voulais parler de ça là-bas, je voulais parler de ces aides-soignants, que même s'ils ont une vie qui va pas, même s'ils sont fatigués, même ils viennent s'occuper de gens et que la famille ne le fait pas, tu vois, enfin ne peut pas le faire, ne peut plus le faire, on n'a plus la force de le faire. Et ces gens-là qui ont aussi une vie vont prendre ce temps pour créer tout ça quoi, pour créer ce lien avec ces gens et tout ça. Et après en écrivant bien sûr, j'ai une histoire, en fait parce qu'en parallèle, il y a ma mère qui a eu sa mère dans son EHPAD. Ah ouais, ok. Et c'est là qu'ils se sont un peu rabibochés, en fait, ils s'entendaient plus trop. Et le fait de s'occuper d'elle dans l'EHPAD, ça fait qu'ils ont bien fini, en fait, leur lien. C'est bien fini dans l'EHPAD. Et du coup, ça m'a inspiré plein de choses, et j'ai bidouillé plein de choses, j'ai commencé à parler d'Alzheimer, et puis du coup, le personnage principal est devenu la personne âgée. Ouais, plutôt que l'aide-soignant, ok. Donc il y a toujours ça qui ressort de l'aide-soignant, que c'est quelqu'un qui est bien tout. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'ai sorti la pièce, c'était en plein dans les problèmes d'aide-soignant, tu sais, de merde. Lié au Covid, non? Non, avant le Covid, il y a eu le problème où il y avait des aides-soignants qui battaient les personnes âgées. Ah, mais oui, bien sûr. Un EHPAD, là, qui a fait bien sûr. tout, parce qu'il y avait ouais. toutes ces histoires de maltraitance et tout. Et moi, je suis sur une pièce sur les EHPAD à ce moment-là, tu vois. Et ma mère faisait partie vraiment de ces aides-soignants qui s'arrachent au boulot. C'est leur passion, c'est un métier où ils sont là. Ils sont dans l'humain, quoi, vraiment. Moi, ma mère, en plus, elle est handicapée. Et elle devrait faire un boulot adapté à son handicap qu'elle ne fait pas du tout, mais du coup elle était épuisée quand elle rentrait parce qu'elle apportait les personnes âgées, elle les aidait et tout ça. Normalement elle devrait pas le faire, tu vois, mais elle le faisait quand même parce que la collègue le faisait pas ou parce qu'il y en a un qui faisait mal son boulot. Et je trouvais ça beau de s'arracher autant pour des gens qui sont en fin de vie que alors c'est pas les familles les ont pas abandonnés, mais c'est trop dur. Mais c'est une situation moi c'est ce qui se passe avec. Tu peux pas vivre ta vie pleinement si t'as une personne comme ça chez toi. En plus on est à l'âge où je sais pas quel âge ont tes parents, mais j'imagine 50. C'est ça, 55 ils sont un peu avant la retraite, ils ont encore plein de choses à vivre. Toi en tant que petit enfant, t'es en plein dans où tu crées des projets, des trucs. T'as ton début de vie qui est t'as envie de t'en occuper, mais si tu te consacres trop à ça, ça te bouffe sur ton truc. Enfin, il y a tout un cercle vicieux. Bon, il y a des pays où ils s'en occupent et c'est comme ça, c'est la règle. Ouais. Au niveau culturel, dire que forcément les plus vieux viennent dans les familles. Tu viens t'en occuper, mais ici c'est pas pareil, mais je comprends qu'on puisse plus au bout d'un moment s'en occuper. Il faut essayer, mais. Ah, bien sûr. C'est ça, parce que comme tu dis, ça dépend de l'état dans lequel est la personne et ce genre de problème-là d'Alzheimer ou quoi, c'est des problèmes qui créent dans les rapports, dans la compréhension, dans le fait de, comme tu dis, c'est épuisant de s'occuper de cette personne, c'est épuisant. Super dur. Et ce qui est drôle aussi sur Paisible Retraite, c'est que du coup je l'appelais Paisible Retraite la pièce. Et après le Covid, maintenant il y a l'histoire des retraites. Donc, le titre, il y a toujours un lien. Toujours un lien. Du coup, ça marche, c'est une pièce qui fonctionne. Elle marche très bien. Enfin, elle marche bien parce qu'elle elle est très drôle et la comédienne, elle s'appelle Evelyne Cervera. Elle est excellente. Je sais pas si non, tu la connais. Je l'ai croisée déjà à Avignon, je crois, l'année dernière et j'ai vu un peu des vidéos où elle jouait. Elle est excellente. C'est vraiment une très très bonne comédienne. Elle est très drôle et c'est vraiment un personnage dans la pièce qui est
Elle parle mal, elle est Mais pas sympa. ça a l'air d'être un personnage dans la vie aussi. Hein. Ouais, c'est un personnage. Ah ouais, mais en plus je l'ai écrit pour elle la pièce, parce que j'ai bossé avec elle sur un autre projet et je la voyais vraiment elle, et puis elle a 20 ans de moins que le personnage qu'elle fait, parce qu'elle a 60 ans dans la vraie vie. Ouais. Enfin 65 Ouais. actuellement. Et le personnage qu'elle joue a plus de 80 ans quoi. Et donc elle se met les cheveux gris bien sûr, et puis elle arrive dans le corps à faire tout un truc où elle trempe que d'une main, elle marche un peu comme ça, elle le tient super bien le truc, et puis c'est un personnage vraiment pas sympa quoi, parce que les personnes âgées deviennent pas sympas. Bah ouais. Bah ouais, bien sûr, dans leur C'est très solitude. drôle. Du coup on rigole beaucoup la pièce, vraiment. Je pense pas que ça rirait autant, Ouais. tu vois. Et à la fin, quand t'as tout qui tombe, quand t'as tout le dénouement, quand tu te rends compte que c'est une maladie, quand tu te rends compte que... Boum, ça tombe, quoi. Ouais, il y a un truc. Et puis, la chance que j'ai aussi, enfin la chance, c'est que moi je voulais parler de ça par rapport à ma mère, comme je t'expliquais, Ouais. et tout ça, et aussi des personnes âgées dans ces lieux-là, mais c'est que c'est une pièce du coup qui touche tout le monde. Tu peux pas c'est dur de ne pas être touché par cette pièce. Du fait qu'on a tous une tante, une grand-mère, notre mère... On connaît forcément quelqu'un qui a vécu un truc comme ça. Ouais. Qui est pas bien. Moi, le nombre de programmateurs ou de gens qui sont sortis en me disant putain, ça me rappelle tellement ma mère, Ouais. ou des choses comme ça. Mais il y a un programmateur une fois qui est sorti, il pleurait à la fin. Ah ouais. Il me dit putain enfoiré. Putain, tu m'as rappelé que j'allais moi, pas assez voir ma mère et tout. rien que le fait d'en parler là, parce que moi je suis en plein dedans quoi. Genre c'est arrivé là, elle a eu au début de l'année, là en janvier tu vois. Donc ça s'est passé. Là ça fait 2 mois qu'elle est en EHPAD. Je suis allé la voir pour la première fois en EHPAD il y a 2 semaines quand je suis venu à Avignon. Et j'ai découvert le monde. Je connaissais pas les EHPAD tu vois. Genre je savais pas comment c'était à l'intérieur d'une EHPAD. Putain, ça... Ouais, c'est pas le meilleur endroit du monde. Hein. C'est pas le meilleur endroit du monde. Mais non, là, je me dis putain, et je me dis à la place, quand t'es là, t'avais le rêve de rester chez toi jusqu'à la fin de ta vie, t'avais cette vision là, je mourrais tranquillement, tout seul dans mon lit, tu vois, genre personne m'emmerde. C'est toi qui choisis à la fin de toute façon. C'est ça. Selon l'état que t'es. Tu contrôles plus rien. En plus, ma grand-mère, elle a un peu ce problème-là de vouloir tout contrôler, tu sais, dans sa life. Donc là, pour elle, c'est horrible parce qu'elle contrôle rien, elle peut rien contrôler. Et du coup, elle essaie de trouver des trucs, des moyens, tu sais, pour pouvoir sentir qu'elle a un peu de contrôle, tu vois, sur sa voisine tu vois. Elle cherche un peu genre, elle s'occupe de sa voisine, tu vois, genre, alors que sa voisine est carrément dans un état, tu vois, c'est pas du tout elle à s'en occuper. Limite, les aides-soignantes, ils sont là, non, mais arrêtez de faire ça, en fait. Laissez-la tranquille. Mais tu vois, Elle a besoin ouais. de se sentir un peu utile. Du coup, tu vois, elle fait un peu la patronne, elle connaît tout le monde, alors que ça fait 2 mois qu'elle est là, hein. Elle est déjà arrivée en mode, C'est cool, au moins elle essaie de s'adapter. Ouais. Au truc, ça c'est... Ouais, mais je pense si elle avait pas ça, elle a encore assez sa tête pour se raccrocher à des trucs, tu vois. Ouais. Mais je me dis, putain, long terme, t'es là-dedans. Le plus dur, je pense, quand tu vas là-dedans, enfin, c'est sûr que c'est triste de quitter sa maison, c'est triste comme tu dis, tu t'es imaginé finir ta vie tranquille chez toi, et en fait, on te fout dans un endroit avec plein d'autres gens qui sont tout vieux, et alors, je sais pas ce que ça fait d'être vieux, mais j'imagine que quand t'es vieux, tu ne te vois pas spécialement vieux, tu vois. Et ce qui est triste dans les EHPAD surtout, c'est quand la famille vient plus les voir. Et ça arrive souvent. Souvent, il y a plus de visite. Ouais. Et moi, c'est ce que je voyais avec ma mère et tout. En fait, c'est que ça va avec ce qu'on disait tout à l'heure, on a nos vies, on a nos trucs à faire, on a nos projets, et du coup, on n'a pas le temps d'y aller. Et on se dit, c'est chiant, en plus c'est chiant d'aller dans un EHPAD, de voir une personne qui, des fois, te reconnaît pas, et je pense que le plus triste, c'est ça, c'est les gens qui oublient d'y aller, quoi. Il faut se forcer, même si t'en as pas envie, à y aller 2 fois par semaine, je sais pas. Enfin, après, c'est sûr que des fois t'habites loin aussi, donc c'est compliqué. Mais réussir à garder un lien. Ma grand-mère, elle est d'ici, elle est d'Avignon. Elle est dans une EHPAD à côté, là. Ouais. Elle a grandi, et moi, j'habite à Paris, mais en fait, elle est toute seule dans le coin. Heureusement, elle avait quand même plein de potes, des gens qu'elle côtoie encore. Ouais, on s'appelle, on peut, et je vais essayer, tu vois, de venir quand même régulièrement. Mais c'est sûr parce que mes parents sont de Grenoble, pareil, ils sont à 2 heures de route. Elle a vraiment vécu ici. Elle a vraiment vécu ici toute seule. C'est pas envisageable de la mettre dans un EHPAD, genre. Proche, je pense qu'elle aurait, en fait, elle avait quand même ses potes, puis l'énergie du sud, tu vois, quand même, c'est pas, Oui, ça reste sa ville. Ouais, elle est d'ici, elle est du coin, elle a besoin de sentir qu'elle est dans le sud de la France, tu vois. La Provence, si tu la fous vers Grenoble dans les montagnes, elle va être là, c'est quoi ce bordel, tu vois. Mais c'est dur ce truc-là. Et tu vois, encore une fois, une problématique qui fait que c'est dur d'aller la voir tous les jours ou d'aller la voir régulièrement. Et plus ça va avancer, plus elle aura peut-être besoin qu'on la voit. Bah, bien sûr. Si elle a plein d'amis dans le truc, ça soulage. Ça aide, ouais. Ça aide, c'est sûr. Je pense qu'elle a une capacité quand même à faire des liens, à trouver elle. Ouais. Mais bon, même, dans tous les cas, il va falloir vraiment faire un effort pour continuer à venir la voir. Mais si t'as raison, c'est difficile. Puis ça dépend moi, j'ai une très bonne relation avec elle, je suis proche d'elle. C'est pas forcément le cas, tu vois, de mon frère ou de ma sœur qui sont
mon frère un peu plus, ma sœur un peu moins, tu vois. Il y a déjà une distance qui s'est créée parce que voilà, ils sont pas forcément connectés. C'est pas parce que c'est ta grand-mère ou ton grand-père que t'as une connexion. Et du coup, je suis un peu genre le seul qui a une connexion forte avec elle, tu vois. Donc c'est un peu genre ma responsabilité. Enfin, je me dis, il faut que je vais devoir vraiment faire l'effort de. Après, moi, je te dis tout ça, mais moi, tu vois, j'étais vraiment pas proche de mes grands-parents. Non, mais bien sûr, après, il y a plein de cas différents. Elle était dans les pas de ma grand-mère, j'allais jamais la voir. On l'avait vue à la maison pendant quelques temps avant, elle m'avait saoulé. Ouais, non, mais voilà, ça dépend quel genre de relation que t'as avec. J'ai pas grandi avec, on se connaissait pas, c'était presque des inconnus pour moi. Et j'en suis très triste, tu vois. Là maintenant, j'ai un enfant. Et un des premiers trucs que j'ai dit à ma femme, c'est que je m'entends bien avec mes beaux-parents ou pas, que je m'entends bien avec mes parents ou pas, je veux que mon fils ait des grands-parents. Parce que je vois à travers, bah, tu vois, toi, comme tu parles de ta grand-mère, et d'autres, Elisa, par exemple, qui est très proche, qui est très famille, d'autres, il y a plein de gens qui sont très famille. Des fois, j'entendais, même quand j'étais gamin, j'entendais l'importance des grands-parents pour mes copains de l'école, tu vois, et je me disais, mais waouh, c'est ouf, tu vois. Moi, quand j'ai un pote qui revenait en CE2, qui me disait, j'étais pas là pendant une semaine parce que ma grand-mère est morte, je dis, oui, bah, c'est pas grave, tu vois. Tu comprenais pas pourquoi. Quoi, si on s'en fout, c'est un vieux truc. Ouais. Moi, c'était un peu ça, tu vois. Je m'en fous, moi, je les vois jamais les miens, ça me toucherait pas, tu vois. Et en vieillissant, j'ai compris qu'en fait, je vois, bah, aussi ma femme avec sa grand-mère. Je vois le lien qu'elles ont et je fais, putain, j'ai peut-être raté un petit truc, tu vois. J'ai peut-être raté un petit lien important de la vie, un petit truc de succession, tu sais, un petit truc. C'est ça, ouais. C'est ça, parce qu'ils ont, comme il y a quand même une génération entre, ils viennent d'une autre époque, ils ont eux, enfin, tu vois, une expérience. Je pense qu'il y a et puis il y a une proximité qu'on a avec nos parents qu'on n'a pas forcément avec eux, donc du coup, on peut peut-être être aussi peut-être vulnérable d'une certaine manière. On peut pas être avec nos parents, peut-être avec nos grands-parents, tu vois. Comme on n'est pas, c'est pas nos parents, tu vois, ils sont pas responsables de nous. Ouais, et puis c'est que de la gentillesse, c'est que de la. C'est ça. C'est que le bon côté, tu prends que le bon côté des parents. Ouais. Ça devient les grands-parents, ouais, c'est ça. C'est un peu ce truc-là, ouais. Et moi, ça, j'ai pas eu, et du coup, j'aimerais vraiment le transmettre. Transmettre, ouais, de dire que ton fils, il aura ça. Ouais, j'ai envie qu'il ait une grande famille et tout. Enfin, après, on contrôle pas tout, hein, mais. Oui, non, bien sûr. Que ça se fera, quoi. Tu voudrais tendre vers ça, trop bien. Ouais. Mais donc, du coup, voilà, pourquoi Paisible Retraite, pourquoi j'ai écrit cette pièce. Je fais une rapide interruption de votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Parce que du coup, ouais, donc t'es vraiment dans un truc de... Quand tu cherches une pièce, enfin, une idée de pièce, ça vient quand même d'expérience personnelle, de ce que tu as vécu. Il y a toujours un peu de vécu. Moi, il y a des thèmes qui ressortent souvent. J'ai un thème qui me touche beaucoup, c'est la mort. Tu vois, donc déjà, ça en café théâtre. On m'a déjà dit à la fin de Paisible Retraite, une dame qui fait, c'était super, c'était génial, mais c'est triste quand même. Tu vois, alors je respoil la pièce, mais à la fin, elle meurt. Ouais. Ça finit comme ça finit qu'un jour l'aide-soignant il rentre dans la pièce et puis elle est plus là. C'est la fin, quoi. C'est la vie, quoi. Un jour ma mère s'est arrivée, elle est rentrée. Mais je pense qu'il n'y a pas plus beau enfin, je pense que cette fin est enfin, tu vois. Elle arrive le matin, on lui dit, bah, madame Barnier, elle est décédée. Elle est plus là. Ah, ok. Bah, faut nettoyer sa chambre, et puis il y a madame, j'en sais, Jocelyne qui arrive. Et c'est la vérité de la vie, tu vois. Un jour, bah, comme nous tous, hein, de toute façon, un jour, on sera plus là. Et moi, je voulais raconter ça comme ça. C'est le quotidien d'un aide-soignant et d'une personne âgée dans une EHPAD, et un jour, bah, et la logique, c'est que c'est elle qui soit plus là, et pas lui qui décède, tu vois. Ouais, bien sûr. Et une dame à la fin me dit, par contre la fin c'est quand même triste, elle est obligée de mourir, elle peut pas, je sais pas, quitter la maison de retraite, être sur une plage. Je fais oui, à Hawaï comme ça. Ils sont crus dans un blockbuster américain, ils veulent une fin. Non mais il y a des cafés-théâtres, il y a des pièces de café-théâtre où à la fin c'est n'importe quoi. Moi j'ai vu une pièce où l'actrice à la fin a 70 ans mais elle est enceinte, tu vois. Elle finit à Hawaï, enceinte. Ça n'a ni queue ni tête. Les gens sont morts de rire. C'est tellement con. C'est trop. Moi, c'est vraiment ce que je veux pas faire. J'ai envie de rester dans une réalité, un truc, dans de l'émotion. J'ai envie de mettre de l'émotion. Et après, j'ai aussi une envie de vouloir un peu quitter le café-théâtre quand même. En tout cas, avec certaines pièces. Après, si j'ai envie de me marrer, là, j'ai écrit une pièce. Oui, tu peux. Ce sera 100% café-théâtre. En plus, se marrer. Le café-théâtre, c'est un monde, mais tu peux lier des mondes de différents théâtres, il y a aucun, tu vois. Le café-théâtre, c'est vrai que mais c'est comme tous les théâtres en fait. Le problème, mais c'est un problème, c'est qu'il y a chaque style a son réseau et est un peu fermé à d'autres trucs, tu vois. Tu vas parler à un mec qui fait du contemporain de café-théâtre, il va te faire. Ouais, c'est-à-dire que si tu mets un peu de ça, tu vas trouver une audience ou des spectateurs ou un théâtre il faut le trouver, hein, Après, il y a toujours ce truc c'est assez dur. Moi, j'étais vraiment dans le réseau café-théâtre, là, j'essaye d'en sortir, et surtout avec ma prochaine pièce que je viens d'écrire. Je sais pas où je vais.
Tu vois, je sais pas où je vais, je sais pas si je vais réussir à la jouer, je sais pas comment je vais faire pour trouver ce nouveau réseau. Par contre, j'ai toujours Calavreski qui joue en théâtre et en café-théâtre, Paisible Retraite en théâtre et en café-théâtre. Celle-ci, la dernière que j'ai écrite, que t'as pas Ouais, bien sûr. en café-théâtre, c'est plus compliqué, je pense. C'est pas assez drôle, tu vois. C'est drôle, il y a quand même des moments drôles dans la pièce, mais c'est pas assez drôle. Et ça me dérange pas, c'est une prise de risque que je prends moi par rapport à mon réseau. Et voilà. Et ouais, il y a toujours, donc il y avait le thème de la mort qui revient souvent. Je prends souvent des trucs, ouais, que je ressens ou que je vis ou qui m'intéressent. Tu vois, la dernière pièce que t'as vu à lecteur, ça parle de rêve. Ouais. C'est un truc qui me parle beaucoup. Ça s'appelle Ma vie rêvée. Ouais. Ma vie rêvée ou Shakespeare et moi, on sait pas trop encore, je suis encore là. Ah oui, c'est ça, c'est que tu sais pas trop dire. Ok. Mais le rêve, ça parle de théâtre classique. En fait, le personnage de Nicolas dans la pièce de la vie, c'est un peu moi, tu vois. Il comprend pas le théâtre classique. Et après, que ce soit dans le théâtre ou dans les films, j'ai commencé à dire, ok, il y a plein de trucs en fait, et il y a plein de trucs bien à prendre dans beaucoup de choses. Dans chacun. Et si ça existe, le classique, si les gens sont encore intéressés comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est puis c'est pas si, en fait, si t'écoutes, et c'est Elisa qui me dit, je parle beaucoup d'Elisa parce que elle est très présente dans ma vie ces dernières années, mais qui me dit, mais écoute ce que ça veut dire, ce qu'ils disent. Écoute vraiment ce que ça veut dire. Du Molière, du Shakespeare, écoute ce qu'ils racontent, quoi. C'est vrai que c'est des anciens mots, mais essaye de comprendre la phrase et tu vas te dire, ah d'accord. Tu vois, ça veut vraiment dire quelque chose de stylé, tu vois. Cyrano, il dit des trucs, c'est ouf comme c'est écrit, c'est super joli, c'est, si on draguait les nanas comme ça maintenant, c'est beaucoup plus classe que souffler dans la rue et dans les 06, tu vois. Donc il y a plein de trucs intéressants et donc je voulais parler de plein de choses en même temps là dans cette pièce, ça a donné la lecture que t'as vue. Ouais. Non, celle-là, c'est pour le futur, celle-là. L'ayant écouté et déjà imaginé ce que ça pouvait être, je pense qu'elle a un potentiel de dingue. Bah, j'espère. Ouais. Je crois beaucoup en cette pièce après, entre ce qui se passe et ce qu'on fait. Il y a pas de raison. Et puis je pense que tu vois, ce truc-là de dire, forcément d'avoir peur parce que pour l'instant t'as l'impression qu'il n'y a pas d'endroit où tu pourras la sortir, où t'auras du mal à trouver les gens qui en voudront. Il y a des endroits, mais c'est que j'ai pas les contacts. Les contacts et le réseau, ouais. Tout est fermé. Moi, au début, pour rentrer dans le réseau du café-théâtre, je galérais, quoi. Moi, j'ai fait une école de cinéma, nulle, que je ne conseille pas, qui s'appelle le Centre Factory. Il faut absolument pas aller là-bas. Je crois qu'elle a fermé. Ok. Bon, bah voilà, comme ça. C'est... Pour les comédiens, c'était nul. Pour les techniciens, ça. Ok. Mais pour les comédiens, c'était vraiment nul. Et j'ai monté un duo avec un collègue, et on faisait du two-man show. Ouais. En mode stand-up, mais à deux, quoi. Ouais. On faisait des sketchs ou... Ok, donc tu viens stand-up, tu viens quand même de ce monde-là, un peu, de la vanne, quoi. J'étais nul. Ah ouais. Comment tu vois ça? Tu te critiques en mode c'était avec du recul. Ouais. Et on avait monté tout un spectacle. Le premier spectacle, on faisait des scènes ouvertes parce que tu passes par des scènes ouvertes. Après t'as des trucs qu'on appelle, c'est souvent des mardis ou des lundis découvertes où tu rejoues ton spectacle gratos en entier, t'es pas payé et à la fin le programmateur il te fait ok, je te prends, tu viens jouer, je te paierai. Ou non, pas envie. Et toi tu t'es déplacé, t'as écrit un spectacle, t'es pas payé et on te dit non, tu vois, enfin ça fait super mal. Ah ouais, c'est sûr. On s'est pris un nombre de refus incroyables à des endroits où je joue beaucoup maintenant, tu vois. Et à cette période, je me disais c'est pas possible, c'est tous des cons. Putain, qu'est-ce que ça a rigolé, c'était bien, je comprends pas. Après on a écrit un spectacle qui a été mis en scène par Marc Fraise, Monsieur Fraise. Je connais qui pas, c'est. C'est un mec qui fait beaucoup de cinéma maintenant et qui a un spectacle qui s'appelait Monsieur Fraise et là il a un spectacle ensemble qui s'appelle Madame Fraise. Okay. Qui est, le mec est exceptionnel, il a fait On demande qu'à en rire, il a cartonné, je te conseille vraiment d'aller regarder ce qu'il fait, les mecs montent sur scène, ils parlent pas et les gens sont morts de rire. Ok. Ouais, déjà il y a quelque chose, donc on est sur un truc un peu absurde. Ouais, très absurde, okay. C'est un génie, okay. C'est vraiment un génie. Mais ouais, regarde bien ce qu'il fait, c'est trop cool. Et ce qui est incroyable, c'est ses critiques sont tellement géniales. Il se fait défoncer sur Billet Réduc. En général, un mec qui fait du stand-up et qui a un bon capital sympathie, il va avoir 600 critiques sur Billet Réduc et 600 personnes qui vont dire c'est incroyable. Ouais. Ils ont tous des stand-up incroyables, tu vois. Et tu sais qu'à la fin, ils sont un peu en copinage, un peu mettre une critique et tout, on s'est quand même bien marré, vous êtes trop cool, tac. Il y a un petit truc comme ça dans le stand-up où du moment que tu les fais un peu rire et que t'es sympa, les gens vont dire que c'est super. Et lui, vu qu'il monte sur scène et qu'il parle pas, vraiment il parle pas. Des fois il parle mais il y a plein de gens qui sont en mode on s'est fait niquer, non? Ouais. Je crois qu'il doit avoir 60% de bonnes critiques, 40% de mauvaises. Mais il parle pas genre du tout. Il parle un peu. Ok. Mais c'est génial ce qu'il fait. Et les gens font le comédien n'a pas appris son texte, il a pas pris la peine de travailler, mais il fait exprès. Et en fait, il joue tellement juste que les gens pensent que c'est pas fait exprès. Et c'est incroyable. Et je trouve ça trop fort.
Le comédien m'a appris son texte. En plus, il joue avec tout, il improvise pas mal, tu vois. Une fois, il rentre sur scène, la latte de la scène craque, tu vois. Et du coup, il a joué avec cette latte à la faire craquer pendant 10 minutes. Ça l'amusait. Et après, il rentre sur scène. C'est du clown un peu. C'est très clownex. Ouais. C'est du clown, mais plus, tu vois. Ok. Il y a pas le nez rouge, il y a pas Oui, non, mais c'est. Ah ouais, mais aujourd'hui, le clown, en vrai, c'est devenu un truc incroyable. Hein. Il y a des gens, ils sont. Mais c'est un clown qui essaie de faire du stand-up, mais qui se vend pas comme un clown, tu vois. Donc c'est un peu, tu sais pas où t'es. Ouais. Mais il dit, par exemple, il bafouille un peu, il met du temps à dire ses phrases, il est très lent à raconter ce qu'il a raconté, il parle de sujets inintéressants à souhait, tu vois. Genre son spectacle, c'est qu'il parle d'une brochure de Intermarché où il y a des soldes. La petite brochure qu'il a reçue dans sa poche, il parle de ça. Tu vois. Tout le monde s'en branle. Mais oui. En même temps, ça peut être trop drôle, excellent, quoi. C'est super drôle. Et par exemple, il dit, donc il est très lent, il met pas de rythme, rien. Et il dit, moi, il y a un collègue humoriste qui m'a dit, le plus important dans le one man, c'est le rythme. Tu vois, il le fait comme ça, tu vois, un truc un peu mais vachement mieux, quoi. Ouais. Et il dit, il faut qu'il y ait un rire toutes les 10 secondes. Et il attend comme ça, et puis il fait 1, 2. Donc là, t'as rigolé, donc il reprend 0. Parce qu'il a eu un rire, donc lui, ça lui suffit. Et du moment que quelqu'un ricane, il reprend 0 à chaque Et fois. ça peut durer un quart d'heure, ce machin. Non, il a des pages. Il est fort. Il compte ses pages, donc il fait... Allez, C'est très bête, mais il est fort. il va lire il va lire un truc, il compte ses pages avant de les lire, tu vois, il fait 1, 2, 3, 4. S'il entend quelqu'un faire du bruit, il fait... Et il reprend 0. Et ça peut durer une éternité. Ouais. Et puis, enfin, il est très fort. Il est très, très fort. Et du coup, on a bossé avec lui sur ce one man. Et c'est un mec qui est assez dans le... Ou là, t'étais encore en groupe C'était avec... toujours le même gars. Ok. Et on a fait un truc où ça s'appelait Petit Con. On voulait faire deux gars qui savaient pas quoi faire sur scène, qui étaient une génération de branleurs. Et à part draguer des gonzesses et un peu connaître des sujets vite fait par les réseaux sociaux, ils sont au courant de rien. Et ils pensent qu'à s'amuser, et c'était un peu le spectacle. Et c'était sympa, mais c'était pas abouti. Puis après, Marc a commencé à faire du cinéma, on l'a plus vu. Et il nous a un peu laissé tout seul là-dedans. On l'a joué une 40aine de fois, le spectacle. Mais pareil, on n'arrivait pas à être toujours programmé. Et j'étais très énervé, moi, contre les programmateurs. Et avec le recul, je me dis, non, ils avaient raison, en fait. C'est juste que c'était pas bien ce qu'on faisait. Ça faisait rire, mais c'était par rapport à d'autres choses qu'ils voyaient. C'était en dessous, quoi. Donc du coup, peut-être qu'à l'époque, t'avais pas encore le recul et la conscience de dire, ok, ça marche pas parce que c'est pas assez bon, quoi. Et puis c'est dur de travailler, de bosser, d'avoir les idées, Bah ouais. d'écrire. Après, t'étais jeune à l'époque, t'avais quel âge? Ouais, on avait 22, 23. Ouais, c'est ça, donc t'étais encore des bébés, quoi. J'étais jeune, mais en plus, je faisais du duo parce que j'avais grandi avec Franck Dubosc et des trucs comme ça, et puis je voulais pas monter sur scène tout seul, donc c'était un duo, et j'avais trop peur d'y être tout seul, et puis... Et en fait, j'avais pas envie d'être humoriste, mais je le savais pas. Ouais. J'ai eu un déclic à un moment donné, ouais, mais ouais, c'est que en fait, j'ai tellement été bercé. C'est marrant ce truc-là. Donc t'avais une vision qui naît de je ne sais où, qui t'a fait aller vers un monde, et en fait, tu t'es rendu compte que c'est pas pour toi. Après, c'est ouf que t'aies le coup, parce que faut du courage quand même pour le faire. Du stand-up, c'est vraiment faire de la scène, ouais. devenir comédien, faire humoriste, je voulais... En tout cas, il y a forcément un lien avec le fait de raconter des histoires et d'avoir une audience et qu'il se passe quelque chose, tu vois. Mais ce qui est drôle, c'est que dès que j'ai commencé à écrire des pièces, ça a marché, je suis devenu intermittent et j'ai continué à écrire. Et c'est moi qui écrivais principalement, voire quasiment tout, le one man, enfin le two man show. Et c'était pas bon. J'arrive pas à écrire des blagues, en fait. J'arrive pas à construire un one man show. C'est pas fait pour moi du tout. Et je pensais réussir à écrire un two man show, un one man show. Et je me rends compte que j'ai un peu... Alors, un seul en scène, je pense que je pourrais y arriver. Un seul en scène, un truc qui est pas fait pour faire que rire. Ouais. Je pourrais. Mais que faire rire, c'est un truc qui... j'arrive pas. Tu vois. Et c'est pour ça que j'arrivais pas à écrire des bons sketchs. Je me suis pris des bides énormes. La première fois que mon père me voit sur scène, c'est un gros bide. Il avait honte comme pas possible. Et en fait, j'ai vu la pièce Barcelone-Amsterdam. Je sais pas si t'as déjà vu cette pièce. Non. De Philippe Elno, qui est une comédie, mais pas que. Qui est super bien joué, qui est très poétique, c'est très drôle. Ça joue en café-théâtre, mais ça joue aussi ailleurs. Et en café-théâtre, c'est un entre-deux. Il y a plein de café-théâtre qui se disent, c'est pas assez drôle. Tout ce que j'aime. Du coup, un truc très populaire, mais pas suffisamment drôle pour jouer partout, mais qui a joué plus de 1000 fois cette pièce. Et super jolie, l'histoire d'un voyage en train entre Barcelone et Amsterdam, un mec qui est dans son wagon, un pauvre type, et puis il y a une fille sublime qui arrive, et puis il y a toute cette rencontre entre ce gars maladroit et cette fille, puis ils se parlent de leurs rêves, ils font une rencontre incroyable. C'est très poétique, très joli.
Et en fait, à la fin, tu te rends compte qu'il s'est endormi dans son train. C'était un rêve. C'était un rêve, en fait, il faisait Paris-Melun. Il allait pas du tout comme ça. La femme en face, c'était sa femme qui l'idéalise, en fait, qui rit. Et en fait, sa femme, il en peut un peu plus, tu vois. Ouais. Très bien foutu, très bien joli, avec un petit indice dans la pièce qui te fait l'espoir en disant, mais attends, c'était un rêve ou c'était pas un rêve? Merde. Ok. C'est pas à la fin. C'est pas trop ce qui s'est passé. Très joli, tu vois. Et ce gars-là qui a écrit Barça Amsterdam, enfin, il avait écrit avec Marlène Noël. Ouais. Ce gars-là a écrit L'Abribus avec Florence Foresti. Je sais pas si tu l'as vu. Je vois, j'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Ouais. Je vais dedans avec. Donc je vois cette pièce et je vois. C'était dans ses débuts, dans la Florence Foresti? Non, c'est. Non, c'était après Barça. Foresti, c'était après son premier one man qui l'a rendu connu. Ok. Elle a fait une petite pause pour faire une pièce, et après elle est revenue avec Motherfucker. Ok. Donc ça reste quand même dans la première partie de sa carrière. Ouais. Elle était. Du coup, la pièce a un très gros gros succès puisqu'il y avait Foresti. Ouais. Elle avait déjà une bonne communauté de gens qui la suivaient, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, moi, je vais le voir et je lui dis, c'est ça que je veux faire, en fait. Tiens, là, j'ai eu le vrai déclic, tu vois. T'as eu le déclic de, ok, non, c'est mon stand-up, j'arrête, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de faire ça. Et je lui dis, tu veux pas qu'on écrive une pièce ensemble? Moi, je sais pas écrire, hein. J'ai jamais écrit de pièce. Et il me dit, ouais, pourquoi pas, mais commence. Et trouve quelque chose, écris, et tu m'envoies quand t'as commencé. Il m'a expliqué plus tard que c'était parce qu'il y avait un nombre incroyable de personnes qui lui disaient, tu veux écrire avec moi, et puis qui attendaient que lui écrive, et puis en fait, ils écrivaient pas. Tu vois, il se servait un peu de lui pour écrire une pièce. Et là, du coup, j'ai l'idée de faire une pièce sur le covoiturage. Et donc, j'écris la moitié de la pièce. Et je l'envoie à Philippe, et du coup, il me rappelle, il me fait, ok, c'est trop bien, super bonne idée, bien joué, je prends le relais. Et là, il retouche des choses de ce qu'il avait pas aimé sur la première partie, et il commence à avancer un peu. Il me renvoie, je retouche encore un peu, on avance, et puis on finit d'écrire la pièce comme ça. Et il a rajouté un peu sa patte là-dedans et tout, et c'était trop cool. Et né Itinéraire bis. Voilà. Itinéraire bis. Ça s'appelait Itinéraire bis. Et qui est donc ta première pièce. Ma première pièce. Et fait théâtre. On fait les mardis découvertes, comme les one man et tout. Ils nous prennent direct, et c'est parti. On a fait 150 dates. Donc c'était écrit par toi et Philippe. Ouais. Je suis totalement ouvert à la coécriture, c'est quelque chose qui me dérange pas. Kadavreski, hein. Kadavreski. Non, on en parlera après, mais c'est ouais, Kadavreski par exemple, mais j'adore, c'est super plaisant d'écrire tout seul sur le fait que je m'y attendais pas, et surtout ça commence avec Paisible Retraite. J'ai eu plus de retours et de gentillesse sur mon talent d'auteur, tu vois, que sur mon talent de comédien. Alors c'était un peu frustrant, tu vois, je me dis mais je suis comédien. Moi aussi, je joue quand même, les gars. À la base, moi je veux être comédien avant toute chose. Et je suis pareil, encore une fois, hein, les hasards de la vie fait que je commence à me dire en fait, je suis content d'être auteur, et peut-être que si demain je devais choisir entre écrire et jouer, peut-être que je choisirais écrire, tu vois. Si tu devais choisir. Ouais. Alors que de base, t'aurais eu envie de ouais. Et je me rends compte que j'aime écrire en fait. J'aime vraiment écrire. Et à la base, j'aimais pas ça sur le Two Man Show, ça m'emmerdait d'écrire. J'arrivais pas, et depuis Itinéraire bis, j'ai eu un petit déblocage. Itinéraire bis, on a joué 150 fois. On a fait un Avignon qui a bien marché. Et là, la pièce est rejouée par deux autres équipes, une à Montpellier, une en Vendée. En ce moment? Ouais, ça continue. Alors là, ça s'est arrêté parce que je l'ai adapté avec une femme, et là, elle a eu un bébé, donc ils ont arrêté. Ok. Mais donc ça joue encore. Parce que c'est une pièce qui date de quand? 2016, je crois. Ok. 2016, 2017. Elle est pas si vieille. Hein. Ok, ouais, donc elle a... Mais on l'a joué très vite, et juste au Covid, on l'a arrêté. Ok. Et puis ceux qui veulent la reprendre, ils peuvent la reprendre. Donc il y a deux compagnies qui l'ont reprise. Ce qui est très cool, comme ça elle vit un peu. Elle existe, ouais, c'est cool ça d'avoir une pièce qui existe. Et du coup, toi là-dessus, tu es un peu rémunéré ou pas quand t'es en tant qu'auteur? T'as toujours les droits d'auteur qui tombent, ouais. Et à chaque fois j'essaye d'être là pour la mise en scène. Parce que j'ai pas envie, c'est un travail que j'ai fait avec Philippe, on a choisi une mise en scène, on a choisi un angle en fait pour raconter cette histoire, j'ai pas envie que ça soit déformé. C'est quand même notre nom, tu vois, c'est une pièce 2, tu vois, et s'ils rajoutent tous leurs trucs dessus, parce qu'en café théâtre, tu peux vite modifier, changer. C'est une scène entière, tu vois. Bien sûr. C'est une pièce de Peter, non, ça c'est pas ma pièce à la base. Ouais. Et ça m'est arrivé avec la compagnie dans le sud, justement. Ah ouais. Donc... Ils changeaient tout, ils mettaient des vannes de cul partout. Je fais, mais non, pourquoi vous faites ça? C'est pas ce que j'ai fait, moi. Tu voulais la jouer, elle te plaisait, pourquoi tu changes? Tu mets, ouais, je connais mon public, je m'en fous. Montre-leur autre chose à ton public. Et du coup, tu as le droit de dire non? Pour pas qu'il la joue? Ouais. Alors une fois qu'on a signé qu'ils peuvent la jouer, ils sont obligés d'aller au bout je suis obligé d'aller au bout du contrat. Mais par contre, ils sont obligés de respecter. Genre là ils peuvent plus la jouer. Ouais. Là ils m'ont redemandé les droits, j'ai dit non. Parce que j'ai eu que des problèmes. Ils ont enlevé mon nom de l'affiche une fois, je passe devant le théâtre, ils avaient pas le droit, j'avais pas donné l'autorisation de la jouer. Ils la jouent quand même. Ils enlèvent mon nom de l'affiche pour pas se faire repérer, j'en sais rien, tu vois. Et pas de chance, je suis à Montpellier à ce moment-là et je passe devant le théâtre.
et je vois mon affiche pour gommer mon nom. Sans ton nom. Non, il y a des trucs de fou, hein, il y a des trucs de fou. Ah ouais. J'étais très très énervé, hein, donc j'ai appelé Ouais, la donc SFCD. faut faire gaffe quand même quand t'as un truc à toi comme ça qui circule, faut, Bah faut ça, pas tu t'en la- fous, tu donnes à tout le monde, et puis t'as Ouais. le droit d'auteur, t'es content. Soit tu veux qu'on respecte ton travail Ouais, et, c'est et normal, non mais c'est Moi, sûr. Je fais pas ce métier, c'est horrible, parce que c'est nul ce que je dis, mais je fais pas ce métier pour l'argent. Je suis Oui. content d'être payé maintenant avec ce métier, bien sûr. Mais tu veux que quand tu, maintenant, quand tu te Bien fais sûr, chier à tu me dis, créer un viens, truc. Je te paye 10 euros pour jouer, je fais non, tu vois, donc je fais un peu pour l'argent aussi maintenant. Ouais. Mais à la base, non, tu vois, donc je vais pas le balancer partout, quoi. Voilà. Et donc, Etienne Arbis, du coup, ouais, c'est quand même une pièce qui a bien marché, Donc, qui a ouvert plein de portes dans le café. Ouais. Et derrière, c'est là où j'ai écrit Paisible Retraite derrière. Tout ça. Ok. Et en même temps, j'écrivais une autre pièce qui s'appelle L'appart d'à côté. C'est une compagnie qui a vu Paisible Retraite, qui a dit j'adore, une compagnie d'Angers, j'ai trop adoré, je veux absolument que tu m'écrives une pièce et tout pour la compagnie. Ok. Donc là, t'as eu carrément une demande. Une commande, ouais. Une commande. Une commande de pièces. Trop bien. Et du coup, j'ai écrit L'appart d'à côté, où je partais sur l'idée du Airbnb, du coup, que j'avais, tu vois, Que t'avais. Ok. mais que j'ai pas fait, du coup, où là, c'est l'histoire de deux personnes dans un appartement, un homme, une femme, chacun dans un appartement, et qui sont juste, il y a juste un mur mitoyen, en fait, qui les sépare. Et ils parlent à travers le mur, en fait, et ils peuvent pas se voir. Ok. Et autour de ça, donc ça devient une comédie romantique. Et à la fin, c'est un truc très dramatique. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. Mais même au-delà de l'écriture, même dans ton jeu, j'ai l'impression que tu as une sorte de base en toi qui est deep, qui est profonde. C'est-à-dire que ce truc-là où on est vers des émotions peut-être ouais, de la tristesse ou des choses qui sont un peu ouais, profondes, quoi, des choses qui tendent vers le drama. Mais l'écriture et ce que tu vas jouer, c'est de l'humour. C'est de la vanne, et du coup t'as cette sorte de ces deux faces qui se manifestent même dans ton jeu, au-delà de ce qui est écrit, tu vois. J'ai dit ça, c'est Ulysse qui réalise les lanceurs. Ouais. C'est un peu ce que tu disais là. Il trouve, lui et son collègue, un de ses collègues qui est assistant réa sur Cassandre, sur la série sur France 2. Il aime bien mon jeu. Il disait ce qu'il trouvait que j'étais un peu, putain, je sais plus comment c'était, mais en gros un beau gosse loser, tu vois, un peu tu sens le mec qui est cool, qui est sympa, qui a une bonne tête. Et qu'en fait, qui rate plein de choses, qui est drôle malgré lui, Mais en fait, c'est comme si tu portes un loser magnifique. Ouais. Il m'a dit, t'as un côté un peu loser magnifique. C'est un peu dans le même style. On sent qu'il y a un truc, tu sais, qui... C'est un peu dans la même veine, ouais, ce que je ressens, c'est ça, c'est comme si tu portais quelque chose de dense, de fort en toi, qui n'était pas qui est pas de l'humour, tu vois, il y a un truc mais que la manière dont tu t'exprimes, c'est par l'humour. Ouais, carrément. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu m'as bien analysé. En vrai, c'est que je dis souvent que je suis un gars c'est horrible ce que je veux dire. Parce que vu que je parle souvent de la mort, l'appart d'à côté justement, le mec qui est dans l'appart, c'est un gros dépressif qui essaie de se suicider toute la pièce, mais qui arrive pas à chaque fois. En fait, je dis souvent que j'aurais pu être suicidaire, mais que j'ai pas le courage, je suis pas, en fait, je suis un suicidaire raté, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que je suis un peu une éponge, je suis très, dès un truc peut me toucher, mais me faire beaucoup de mal, tu vois, une réflexion, un truc, une relation, un truc dans la vie, tu vois, je vais être très vite touché par les choses de la vie, tu vois. Sensible, ouais. Très sensible à plein de choses, je vais être touché par beaucoup de choses. Mais, ça va. Tu vois. ouais. Dans ma tête, c'est putain, mon Dieu, c'est horrible. Oh là là, je pourrais sauter par la fenêtre, mais la flemme quand même, parce que la vie c'est pas mal. Ouais. Je suis un suicidaire qui aime la vie. Ouais. Tu vois, je me dirais. Ouais. Je trouve que la vie c'est horrible, il y a plein de trucs horribles, mais j'aime bien. Tu vois, j'aime bien quand même la vie. Donc du coup, je passe par l'humour, tu vois, pour te connecter, pour exprimer. Heureusement que je suis un mec qui aime me marrer et qui, tu vois, à l'école, j'ai subi de l'harcèlement, tu vois. J'en pouvais plus d'aller à l'école, je me faisais taper dessus. Mais je me marrais, je leur faisais des vannes, tu vois, je me tapais dessus. C'est ta manière que t'as créé en tant que c'est ma carapace, ton identité, que t'as formé pour. Mais tu vois, c'est fou parce que du coup cette chose-là, pour moi, dans tous tes rôles, hein, dès que je vois un truc, elle se retranscrit. Mon pote me l'a dit tout. Avant ça, je t'avoue que je me rendais pas compte. On m'a souvent dit dans Etienne Arbis, je joue un pauvre mec un peu saoulé par la vie et tout. On m'a dit, putain, tu le tiens super bien ce truc-là. C'est ton clown et tout. On m'a souvent dit ça, donc à partir de là, j'ai commencé à comprendre que dès que j'étais un mec qui faisait légèrement la gueule, mais qui a un truc de. C'était toujours drôle, ça passait, c'était un peu mon. Parce que c'est deux facettes, quoi. T'arrives à, enfin, tu vois, c'est deux facettes qui existent en toi et c'est tu vois, c'est comme si t'arrivais à
à les prendre en une seule facette, tu vois. Comme si c'est ce qui est difficile, tu vois. Soit t'es dans l'humour, soit t'es dans un truc de, tu vois, je sais pas, que de l'humour, que du. Mais c'est vraiment un truc que je contrôle pas, quoi. Ouais. Parce que je pense que c'est en toi, ça fait partie de qui tu es, enfin, de qui tu es toi, et ça s'exprime à travers ton jeu d'acteur, mais aussi, donc, du coup, ton écriture. Ouais. Parce que toutes tes pièces, en fait, c'est aussi, les pièces que tu tends vers ça. Regarde, tu voulais faire que du stand-up, ça marchait pas. Parce que du coup, peut-être que t'es trop humour, tu vois. C'est que trop van. Et que je raconte quelque chose. Il fallait qu'il y ait une densité. Et en fait, tu l'as trouvé à travers des histoires, à travers des personnages, tout en gardant ce côté van. Ce côté tu vois, Bah, Shakespeare et moi, à la base, je voulais vraiment écrire une pièce sans vanne. Je voulais pas que ça soit drôle. Et bon, bah, tu vois. c'est quand même, la première partie de la pièce est quand même bien drôle, quoi. Bah ouais, c'est sûr. Avec le personnage de Shakespeare qui est... bien sûr. Bah, il y a ces deux choses-là. Et je pense que c'est vers, plus tu fais ce genre de choses, parce que toi, c'est vraiment. Je pense que c'est mon style. Ouais, c'est ton style. C'est ça qui est intéressant aussi avec je voulais parler de création et tout ça, c'est vraiment, il y a des gens, tu sais pas pourquoi, ils ont des histoires où c'est bon, ils ont trouvé le truc. Et puis il y en a d'autres, comme moi, je pense, je prends du temps, quoi. Je prends du temps à me connaître. Enfin, moi, j'évolue dans ma création comme j'évolue en tant que humain, à travers tes expériences personnelles. Ouais, avec un grand H. Avec mon expérience, avec la vie, avec qui je croise, qui je rencontre, et pas trop de chance qui se mélange à ça. Tu vois, juste la petite chance qui fait que je peux en vivre. Et en espérant qu'un jour j'ai une chance un peu plus grande. Moi, je pense que ça va venir par le travail, tu vois. Je suis quand même assez bosseur. Je suis assez bosseur, j'écris beaucoup. Tu vois, là, j'ai fait une lecture il y a 2 semaines de la pièce à Avignon. Ouais. Là, j'ai filé le texte à un producteur pour voir si ça l'intéresse. Bah, entre les deux, j'ai déjà, en faisant Avignon, tractant et tout, j'ai déjà changé pas mal de trucs dans le texte, tu vois. J'ai réécrit, j'ai pris le temps de réécrire, j'ai fait les trucs. Ouais, t'as plusieurs projets à la fois. Après, il faut, parce que dans notre métier, on sait pas ce qu'on fera demain. Ouais, constamment avoir une vision sur l'avenir de ce que tu pourras faire, tu sais jamais où ça va aller. C'est sûr. Et du coup, l'évolution en tant qu'être humain fait que j'évolue aussi dans ma création, dans ce que je veux dire, ce que je veux raconter, comment je le raconte. Et en fait, t'apprends à te connaître, quoi. Et puis tu laisses faire et tu vois ce qui se passe. Et c'est cool, quoi. J'ai été pris dans une pièce d'un collègue qui s'appelle Romain Franklin. C'est un drame. Il y a 2 vannes dans le spectacle. C'est un drame horrible. Ouais. Et je joue un rôle. Pourtant, c'est un mec de l'humour, lui, non? Il fait... Ouais. Mais il y a une connaissance à lui qui lui a raconté une histoire et très très triste ce qui lui est arrivé. Il a voulu la raconter, il l'a écrit et la pièce est très bien. Incroyable, trop cool. Donc là, il part sur un autre moment. Ok. Et donc toi, là, tu vas jouer dedans. Je joue dedans et je joue le personnage à qui il arrive ce drame énorme. Et donc, faut que dans ma tête, c'est ce que je vais réussir à tenir le public avec moi, tu vois, alors que je fais pas rire, tu vois. Ouais. Alors c'est une pièce qui est légère à plein de moments, mais pas à mourir de rire, pas drôle, mais légère. Et puis c'est des moments de vie, tu vois. Et après, donc là, on est sur du théâtre, on est plus sur le café théâtre. Ouais. Cadavreski. On n'a pas parlé de Cadavreski. On n'a pas encore parlé de Cadavreski. Que je joue à Avignon actuellement. Que tu joues à Avignon actuellement, qui fait à qui je sais faire, mais c'est incroyable. On avait très peu de résa et au dernier moment, des gens sont venus. Elisa, elle me disait que c'était super rare à Avignon de faire ça, de pouvoir. Franchement, alors elle a joué dans 3 pièces. Ouais. Métier passion, mais faut se calmer quand même. J'avoue qu'elle, là, hier je la voyais, elle est en mode robot. En mode, faut que j'y aille. Moi je dis toujours, si je fais ce métier, c'est aussi parce que je suis un peu flemmard, tu vois. Je suis un bosseur, mais je suis flemmard. C'est-à-dire que j'ai envie de bosser de mon canapé, pouvoir purcer le matin. Bon, maintenant je suis père de famille, donc il faut que je. Ouais. Faut calmer le jeu. Faut calmer le matin, mais n'empêche que le truc trop bien de l'intermittence quand même, c'est qu'une fois que t'as écrit, les mises en scène, c'est un taf de ouf. Tu travailles, des fois tu travailles 2 semaines non-stop, même le dimanche, tu vois, jusqu'à point d'heure. Cadavreski, on bouffait des pizzas dans le théâtre en discutant de la pièce et on continue à rebosser jusqu'à minuit et tout. C'est des moments incroyables, mais ça dure pas sur une année, tu vois, ça dure 2 semaines, 3 semaines, un mois. C'est épuisant, tu vois, et après tu pars en tournée, t'as les trajets, c'est chiant, c'est épuisant, tout ça. Tu fais ton montage, tu joues 3-4 fois, tu repars, ou une fois, tu repars. Mais quand t'es arrivé dans ce truc où la pièce à part et qu'elle tourne, en soi t'as pas mal de temps libre. C'est là où moi je réécris en général, mais ça laisse quand même du temps. Et moi j'écris pas non-stop pendant 6 mois, tu vois. Je vais écrire pendant 1 semaine, je vais faire ça me saoule, j'y touche plus pendant 3 mois, ça cogite, je relis, je fais putain ça c'était pas mal, ça c'était nul, et puis et tu continues. Je peux écrire sur Shakespeare et moi, j'ai mis 2 ans et demi à l'écrire. 2 ans et demi, alors mais si je condense tous les moments où j'étais sur l'ordinateur, j'ai dû écrire je sais pas 3 semaines. Mais tout ça, je l'ai décalé partout parce que ça me saoulait, je trouvais que c'était nul, et puis je revenais dessus, et puis j'oubliais, puis c'est pas grave, je vais pas la jouer, puis je la reprenais. Souvent, ils disent ça après les mecs qui écrivent, quoi que ce soit. Alors, il y en a qui arrivent à écrire, mais en 1 semaine, il est arrivé une pièce. Moi, peut-être parce qu'ils l'ont, tu vois, ils l'ont mécanisé en eux et qu'à un moment donné, ça sort, tu vois. Quand tu sais clairement ce que tu veux raconter, ça va.
moi, je me laisse toujours une petite part de mystère où je vais, quoi. Tu t'imagines ces personnages, c'est eux qui te parlent, c'est eux qui te disent, ok, là, il se passe ça, il se passe ci. C'est quoi? Ouais, je pense que c'est le dialogue surtout, moi. Moi, j'avance par le dialogue. Ok, par le dialogue. Par le dialogue des personnages. Genre, je me fais une idée un peu. Des fois, alors la musique, alors, je mets des musiques archi tristes. D'avoir la musique pendant que t'écris? Ouais. Ah ouais. Je mets Amélie Poulain. Ah ouais. Hans Zimmer, C'est pour tu ça vois. qu'il y a un côté un peu... Ouais. Musique d'Eternal Sunshine, tu vois. Je fais des musiques très tristes, tu vois. Je me pose. Et je sais pas, ça me fait partir. Et je m'invente des histoires dans la tête, tu vois. Et j'écris en musique. Ok. J'écris en musique. Et ça me fait partir. Et je me rends compte avec l'expérience aussi sur les noms essentiels que je me démerde pas trop mal en dialogue. Et du coup, c'est par ça que je passe pour créer les histoires, par le dialogue. Donc j'ai toujours ce truc, ok, je vais parler de ça, c'est un mec qui fait ça. Là, j'avais l'idée, tu vois, mon idée pour Shakespeare, moi, c'était un mec qui est bloqué entre vie et rêve, et dans ses rêves, qui voyage dans le théâtre classique. C'était juste ça l'idée de base. Je savais pas où j'allais. Pour moi, il y avait pas de Shakespeare qui débarquait, tu vois, en ami imaginaire. Il y avait pas... Ouais, t'avais juste un pitch, une petite phrase où il y a un truc qui est un personnage, il se lui arrive quelque chose, mais tu sais Je savais pas pas ce qui allait se passer. Ouais. Je savais que je voulais que ça soit un peu dramatique sur la fin, mais voilà, je savais pas où aller et tout. Et j'ai commencé à écrire. Et donc j'ai fait, vas-y, j'aimerais bien un conteur. Donc j'ai commencé, dans ma tête, je me racontais l'histoire. Je vas-y, je vais la raconter comme je la raconte dans la tête. Donc le conteur débarque. Après, il y a la première scène de tête classique. On se rend compte que c'est son rêve, il se réveille. Et Ça vient au fur et à mesure, quoi. Et là, d'un coup, en écrivant, je fais putain, attends, je viens de faire la scène de Roméo et Juliette. Ce serait drôle que Shakespeare débarque, quoi, tu vois. Et Shakespeare a débarqué, tu vois. C'est vraiment au compte-gouttes comme ça. Et après, quand tu mets de côté, t'as un peu ça dans la tête, donc tu continues à te raconter l'histoire dans la tête, sans spécialement avoir des répliques, en disant, tiens, où c'est que je pourrais faire cette scène. Une sorte de truc assez plus général, plus large. Et, je sais pas si c'est le docu de Orelsan. Ouais, et si, j'ai vu, sur Amazon. Ouais. Beaucoup de notes et tout dans son téléphone. Bah, moi, c'est pareil, j'ai plein de notes, je note plein de trucs. Ouais, parce que ces moments d'inspiration, tu les as à n'importe quel moment. Ouais, et puis tu les perds très vite. Ouais, oui. Ça disparaît, tu fais merde, j'avais une idée, c'était super, je sais plus ce que c'est. Du coup, je note, j'ai mis. Et toi, tu penses que ça vient d'où, ça? Parce que c'est ouf quand même de se dire, déjà quand t'écris, comme tu dis, tu te laisses porter par un truc, par quelque chose, tu sais pas d'où ça vient. Et ensuite, même quand tu vis ta vie tous les jours, t'as des moments de... Ouais, mais c'est parce que je débranche jamais, je crois. Ok. Même quand je suis en vacances, hein, j'arrive pas à débrancher. C'est moi, si je pouvais me foutre avec des potes et parler de ma pièce, parler de projet et dire où on va, qu'est-ce qu'on fait, venez on crée et tout. C'est Ben Mazué qui dit ça dans une de ses chansons. Je sais pas si tu connais Ben Mazué. Si, je vois, bien sûr. Dans une de ses chansons, il dit avant ces soirées c'était sortir et tout, et maintenant ses meilleures soirées c'est quand il bosse jusqu'à 3h du mat dans son studio, tu vois. Alors c'est vachement mieux dit que ça dans sa chanson, mais en gros en vieillissant, ses meilleurs potes c'est ses enfants, et ses meilleurs moments c'est quand il travaille, tu vois. Ouais. Il préfère travailler qu'aller faire la fête. Moi je commence un peu à rentrer là-dedans là. J'adore penser à mon taf, j'adore. Et du coup, je débranche jamais. Je vais faire là, tu vois. Après, je pars dans les Alpes chez mon père. Je sais qu'on va faire des balades, des randonnées. tu je vais marcher en faisant alors attends parce que. Mais après, je débranche rien. Par contre, c'est un. Moi, ma femme elle me dit, ce serait bien que t'ailles un psy des fois, tu vois. Je débranche jamais en fait. Mais surtout, je l'ai dit. Parce que il va m'arriver un truc dans ma life, rien à voir avec le théâtre, mais quelqu'un va me faire telle réflexion. Moi, je vais faire putain. C'est ça, et puis il m'a dit ça dans ma tête, ça va cogiter, puis ouais, puis alors c'est bon, et je pars dans un truc. Ah ouais, ok. Je me fais des films de tout. Ouais, donc c'est que tu dois avoir un imaginaire qui est hyper fort, et puis surtout un monde intérieur qui est hyper intense, parce que ouais, je suis tout le temps, je cogite tout le temps. Je pense que je suis un peu comme toi en vrai. Et j'ai peur, tu vois, elle me dit va voir un psy pour, tu vois, au moins pour les trucs un peu de la vie privée ou. Moi, il y a un truc qui m'aide, pour ces choses-là où t'as du mal à sortir et qui te desservent, donc quand c'est sans parler d'inspiration ou parler de boulot. C'est avoir un journal, et tu sais, tu t'écris, en gros tu comme si tu te déchargeais de toutes ces pensées qui potentiellement proviennent d'insécurité, de peur ou de tu vois, un journal intime où tu balances. Ouais, où tu balances tout, mais ça tu te sors de là, et ça laisse la place. Moi ça marche bien chez moi, ce truc. Ouais, moi non, je suis un peu trop flemmard pour faire ça. Mais du coup, il faut avoir un truc de ça prend le temps. Mais du coup, ce qui me fait du bien, c'est d'écrire les pièces, du coup. Ouais. Je me mets sur mes pièces, je suis dans. C'est par là que tu décharges. Ouais. Et puis sur les périodes ou les semaines ou les jours où j'écris, je suis en train d'écrire Shakespeare moi pour la dernière, c'est le plus frais, donc c'est pour ça que j'en parle. Du coup, j'y pense toute la journée, tu vois, donc je
je suis bien, tu vois, même quand j'arrête d'écrire, je fais un truc dans ma tête, j'y pense, je suis dans ce truc-là et je suis content d'être là-dedans, tu vois, ça me fait du bien. Parce que si tu penses pas, il se passe quoi? Si par exemple t'as un truc qui t'empêche d'y penser. Bah, je pense qu'à ce truc-là. Ça... Moi, je pense toujours à un truc. Ça crée un stress ou quoi, une anxiété si par exemple tu peux pas avoir l'opportunité de travailler sur ton taf. Si par exemple t'as un truc dans ta vie qui fait que tu dois être sur autre chose, mais du coup Là, j'arrive pas à compartimenter en fait. Ah ok, ouais. J'arrive pas, tu vois. Si je suis sur ce problème-là, je sais pas, je vais me prendre la tête avec Elisa, tu vois. Ouais. Ça va me bloquer pendant 3 jours, tu vois. Ah ouais. Ça va me saouler. Et ça va jusqu'à ce que je revoie Elisa et que je vois qu'en fait, y a pas de problème. Sauf qu'en 3 jours, En 3 jours, je vais ruminer, et puis après, ça ira mieux, tu vois. Et moi, je fais ça pour tout. Mais personne ne le voit parce que je garde. Tu gardes en toi. Ma femme, du coup. Ouais, j'imagine que dans l'intime, tu dois. Celle avec qui je suis 100% moi, tu vois. Donc, Oui, bah ouais. donc elle voit quand je rumine. Elle sait ce qui se passe. Ouais. Des fois, je lui raconte 8 fois la même chose. Elle me fait, tu m'as déjà dit 8 fois ça. Je suis putain. Ça me fait du bien, tu vois. Ouais. Et on n'a pas parlé de Cadavrewski. On n'a pas parlé. Attends, il reste combien de temps? Parce que je vais avoir un spectacle avec mon fils dans 5 minutes. Il est quelle heure là? 12. Vas-y, on prend. On a encore 5 minutes? 5 minutes de Cadavrewski. 5 minutes, putain. Écrire, collaborer avec. Oh, déjà, ce concept est incroyable. Je m'en suis jamais vu dans le théâtre. Non. Français, Non, il y avait en un qui l'ont fait en même temps que nous. Un tout petit peu après nous, c'était Vincent Dediane et Catherine Fro qui ont fait une fable, mais c'était avec les gens du public. Les gens donnaient des mots et ils créaient des fables sur le moment, c'était un peu de l'impro. Un peu impro du coup, ouais. Donc, ouais, on est sur autre chose là. Ils ont appelé ça un Cadavrewski. Ah oui, donc ils ont juste repris le nom, oui, mais Ouais, vous, c'est pas. Comment on l'a construit, nous, on est les seuls. Ouais. Bah oui. Et puis nous, c'est dans la comédie, et eux, ça s'est vite arrêté parce qu'il y a eu le Covid, et nous, on a continué derrière, parce qu'on n'avait pas de film au cinéma, on n'avait pas de gros projets. Et du temps. coup, en gros, c'est une pièce écrite par 6 auteurs. Ouais, qui vont continuer l'histoire qui vont voir qu'un fragment de ce qu'a écrit l'auteur d'avant, pour pouvoir continuer l'histoire sur quelques pages, et ainsi de suite. Et du coup, t'avances, t'improvises, c'est de l'impro d'auteur. Moi, j'appelle ça de l'impro d'auteur. Parce qu'en tant qu'auteur, je sais que tu construis tout dans ta tête. En tout cas, tu te sers de ce qu'a écrit avant, comme je te disais, par le dialogue. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, je peux. Bien sûr. Ça, je peux. Là, t'as pas tout ça. T'as juste, 10 phrases. Tu sais pas où t'en es dans l'histoire et tu dois continuer l'histoire. Je fais une rapide interruption dans votre écoute pour vous dire que si vous aimez ce contenu, la meilleure manière de soutenir le podcast est de s'abonner à la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, Spotify, YouTube, Apple Podcast ou autre, et de nous suivre sur tous les réseaux sociaux à The Actors Arc. Merci à vous, on y retourne. En gros, il y a 3 pages, on donne que la dernière page de l'auteur d'avant à l'auteur d'après pour continuer l'histoire. Donc il a très peu d'éléments. Ils savent pas comment s'appellent les personnages, ils sont pas mouillés d'ailleurs dans Cadavrewski, ils ont pas de prénom les personnages. Personne n'a osé leur donner un prénom, ils savaient pas. Et c'est compliqué, tu vois. Mais je pense que c'est bien, tu vois, parce que tu vois, ça c'est instinctivement, parce qu'ils pensent à la compréhension des. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'à marche la pièce, ils ont pensé un peu à la compréhension. Ouais, chacun s'est dit, ok, les gars, on écrit un truc, il faut quand même que ça tienne la route. Ok, on va partir sur un truc absurde, forcément un peu. Mais s'il faut que ça tienne la route, il faut qu'il y ait des règles. Et c'est marrant parce que du coup, ces règles se sont installées de manière instinctive. Ouais. Parce que c'est des auteurs et qui savent. Parce que peur de planter le projet aussi. Tu vois. Bah ouais. En partant sur un truc complètement fou. Et en fait, à la base. C'est trop bien. Du coup, il y a un truc où ils ont dû se retenir. Ouais. Et En plus, ils ont pas pu réécrire derrière. Donc nous, on s'est amusé avec tout ça, bien sûr. Mais ils ont pas pu réécrire. Donc on a quelque chose d'assez brut quand même dans le texte. Et à la base, en fait, c'est que je bossais avec Elisa dans Simplement Complexe, une pièce de Philippe Elno. Et on était du coup en tournée avec Simplement Complexe. Et on se barre, Elisa et moi, on va boire un café avec Ulysse qui réalise Les Mondes Essentiels. Et on discute, c'est quelques moments qu'on en avait parlé, je devais écrire quelque chose mais j'avais pas l'idée, je savais pas quoi écrire, je déteste me forcer à écrire, tu vois. Quand j'ai fait la commande là pour la compagnie Sophie, c'était un peu dur de trouver l'idée et tout, j'aime écrire parce que j'ai envie d'écrire et pas parce qu'on me force, tu vois. Et là il y avait ce truc là, donc j'avais pas d'idée, en plus j'étais dans l'écriture à ce moment-là de paisible retraite, donc j'avais pas envie de partir sur d'autres choses et tout. Et on se pose, on discute, on fait putain qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et là je me rappelle d'un spectacle d'Alexandra Bialy où c'était un one man, donc joué par une fille, avec que des sketchs écrits par des hommes. C'est un truc qu'elle avait, je me souviens, je sais pas pourquoi son affiche m'est venue, il y avait Jérémy Crédeville, Émeric Lompré, je sais plus qui avait écrit pour elle. Alors c'était un noir et on partait sur un autre sketch, tu vois. Il y avait un sketch, un noir, un sketch, un noir, un sketch, un noir. Et du coup, rien à voir les uns avec les autres, mais c'est juste une femme qui joue des sketchs écrits par des hommes. Et je fais pourquoi on fait pas un truc comme ça? On prend 6 auteurs, je dis ça au pif, tu vois. On prend 6 auteurs qu'on aime bien et on écrit la pièce parfaite. On leur dit, les gars, vous allez tous écrire une partie de la pièce, mais on écrit la meilleure pièce du monde avec plein d'auteurs qui savent écrire plein de trucs. On fait un truc choral. C'est rare, on écrit toujours des pièces tout seul, et on fait un truc choral et un truc qui pète sa mère, tu vois, une putain de bonne pièce, bien écrite, jolie, tu vois. On est 6 dessus, tu vois. Et on commence à dire, ouais, mais, enfin, on discute, on fait, mais quel est leur intérêt, tu vois? Si t'as une bonne idée, tu la gardes pour toi, tu la partages pas avec 5 autres personnes, tu vois. Donc, on savait pas trop, je trouvais que c'était une bonne idée. Et en discutant, je fais, mais sinon, un Cadavrewski.
ils savent pas ce que l'autre a écrit avant, et c'est venu comme ça, tu vois, en En vrai, discutant tous les trois. c'est une idée, mais c'est une Ça m'est super venu idée. comme ça, vite fait. Elisa a validé direct. De toute façon, ça allait dans la discussion qu'on avait sur le projet un peu original qu'on voulait faire. Et je suis allé voir un premier gars qui s'appelait Alohan Hill, qui est décédé au Covid, qui tenait un café-théâtre dans le sud, et on lui dit vas-y, on voudrait que tu écrives pour nous. C'était le gars, il écrit très café-théâtre, on dit ça fera notre quota café-théâtre. Tu préfères écrire une pièce genre parfaite à 6 auteurs ou genre un truc en Calabreski? Il me fait Calabreski. C'est vachement plus c'est cool, t'écris pas beaucoup, et en plus c'est un concept que t'as jamais fait, enfin on a jamais bossé comme ça, c'est intéressant. Et du coup derrière, en une semaine, on a trouvé les 6 auteurs qui étaient autour de nous, quoi. Il y avait Jacques Chambon qui jouait, donc on allait voir, on lui a demandé. Il y avait Olivier Maille qu'on avait vu il y a pas longtemps, on l'a appelé, on lui a demandé. Et on a pris les gens autour de nous qui étaient là, qu'on se dit pourquoi pas, tu vois, sans réfléchir spécialement. Et c'est parti. En un an, la pièce a été écrite, on a boosté tout le monde pour écrire. J'ai participé à l'écriture aussi. Et quand on a vu le résultat, on a fait, oh mon Dieu, injouable. Ah ouais, c'est la première Ah ouais, c'était dur. lecture, c'était un... Ah ouais. Bah en fait, en mise en scène, vous avez tous les petits trucs qui décorent la pièce, tu vois, qui habillent tout ça, qui le jeu, le style, comment dire les vannes, comment raconter les choses. Tu vois, là, il y a des objets et tout qui tombent comme des didascalies. Il y a tout un truc, toute une ambiance, tu vois. Nous, on savait pas qu'on allait faire un changement de lumière pour un changement d'auteur. On savait pas. On s'est dit, comment les gens, et la pièce en elle-même, tu la lis juste comme ça, tu fais, mais c'est nul. C'est bizarre. Oui, bah oui. Au début, tu fais, ça c'est cool. Non, mais là, on est où, là? Mais c'est quoi cette pièce, tu vois? Et on s'est dit, vas-y, Balek, on le fait. Et on a fait la mise en scène en 3 jours avec notre metteur en scène. Parce il avait un bébé. 3 jours? Ouais, il avait un bébé à ce moment-là, il habitait en Belgique, c'était l'enfer. Il est descendu 3 jours. Alors on est monté une semaine chez lui, où on a pris le texte, on a tout lu, on a imaginé comment le jouer, quoi faire. On a fait des coupes parce que c'était très long. On n'a pas coupé les liens, pour pas tricher. Mais on a fait des petites coupes à l'intérieur, parce qu'il devait faire 1h25 la pièce. Donc on l'a réduit à 1h10. 1h05, 1h10. Il y avait des passages un peu longs des fois, donc on a coupé. Et après on s'est amusé avec là-dedans, on a réadapté quelques petites vannes, tu vois, et ça a donné ça, et pour nous c'était quelque chose d'injouable. Même à la première, on était vraiment, j'ai jamais été stressé à une première, et ça s'est super bien passé. Ah ouais. Après on a compris ce qui allait pas, il y avait une petite voix off, mais les gens l'écoutaient pas, parce qu'il faut, si tu sais pas ce que tu vas voir, tu passes un très mauvais moment. Il faut que tu mais bien sûr. saches qu'il y a un lâcher prise, que c'est 3 pages, qu'après ça va partir n'importe où. Ouais. Donc après, au bout d'une semaine, on a compris. Faut que tu rentres dans le jeu. Faut que tu rentres dans la vidéo qui est projetée au début, qui explique tout, qui est cool, et tout le monde la regarde. Parce que les voix off, les gens, ils sont sur leur portable, ils se parlent, ils écoutent à peine la voix off. Et depuis qu'on a mis la vidéo, tout le monde comprend, et ça se passe très très bien. On a eu le prix du meilleur spectacle au Cyrano. Là, on fait complet sur Avignon. Extraordinaire, hors du commun, unique, quoi, qui n'existe pas, c'est ça. Et en vrai, j'en parlais avec le père des hier, je me disais, ok, pourquoi cette année, vous faites que des complets? C'est que, il me disait, c'est du bouche à oreille, c'est que les gens, déjà, il faut que les gens, ils se disent, ok, c'est quoi ce truc-là? Forcément, pour une première année, les gens, ils savent pas, machin, ça se teste, et la deuxième année. Et encore l'année dernière, on a fait un très bon Avignon. Ouais, en plus. Je crois qu'on a fait 70% de remplissage. Sur une créa, c'est trop bien. Ouais. Et là, c'est que ça explose, quoi. Bah, ça a explosé, ouais. Dès le deuxième jour complet, là, on est complet depuis le début du festival. Donc ça marche, quoi, ça prend. Ouais, ça prend bien, ouais. Après, il y a toujours des soirs où tu sens qu'il y a des gens c'est un peu fou, alors. Toutes les pièces, enfin, tu vois, c'est jamais pas, tu vois. Mais très belle aventure, on pensait vraiment qu'on allait jouer 10 fois et qu'on aurait dit, on a tenté, c'était chouette. Ouais. On y allait vraiment sur ce truc, encore une fois, on fait pas ça pour l'argent, quoi, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est incroyable. T'imagines tout ça, déjà, c'est important de dire ça. Tout le travail que c'est en te disant, potentiellement, on a joué que 10 fois. Ouais, c'est fou. Et en fait, ouais. Et en fait, non. Tu vois, ça marche et ça y va. Et ça peut ne pas marcher. C'est ça qui est beau dans notre métier. Bah ouais. C'est qu'on sait pas ce qu'on fera, où on va, est-ce que ça marchera. Ouais. Le pire, c'est que si ça marche pas, on y retourne, quoi. On y retourne, on se prend des bides, on retourne sur scène. Et le bide, c'est le pire truc du monde. C'est dur, quand t'as 90 personnes, 100 personnes, 300 personnes qui te regardent. Et que toi, tu sais qu'il doit y avoir des réactions. Et même quand c'est des choses pas drôles, tu ressens si les gens sont avec toi ou pas. C'est un peu inexplicable, mais toi qui t'as fait de la scène. Donc tu sens quand les gens étaient à l'écoute, quand ils sont avec toi, quand ils étaient transportés, ou tu sens quand ils sont pas là. Et alors dans l'humour, quand ils sont censés avoir des rires et qu'il y en a pas, là ils te le font comprendre. Là, c'est encore pire. Mais il y a des soirs où, il y a des pièces où il y a des moments où c'est pas censé être drôle. Tu sens si les gens t'écoutent ou pas. Il y a l'énergie, tu le sens. Mais quand tu sens rien du tout et que c'est le néant et que t'as plein de personnes qui sont là comme ça. Horrible parce que le théâtre veut qu'il y ait une relation. Si cette relation elle est coupée, toi tu. Aller au cinéma. Bah ouais, aller au cinéma, c'est ça, aller au cinéma.
Parce que du coup, au cinéma, on s'en fout, les acteurs. Puis en plus, maintenant, c'est dur avec les téléphones portables, tout va vite. Bah ouais. Tout va vite. Même les films, t'as tout le temps les gens sur Netflix, tu regardes ton téléphone, alors que t'as un putain de film devant toi, tu peux pas t'empêcher de scroller, quoi. C'est ça. Faut que tout aille vite, quoi. Alors au théâtre, t'imagines, t'as intérêt. Pour garder l'attention des gens aujourd'hui, c'est. Ouais, c'est dur. Bah, au théâtre, c'est dur, Ouais. parce que t'as pas le téléphone portable, donc c'est soit ils s'endorment, soit ils te regardent. Les cerveaux sont habitués à complètement autre chose. Grave. Ouais. Et. On est. J'y arrive, je suis carrément là. Tu vas. Ok, let's go. Bon, on a fini, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. C'est ça la vie de papa. Let's go. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de libérer votre créativité. À lundi prochain. Unleash your creativity with the Actors Arc podcast.